Mon truc, c'est passion forward. Utiliser toutes nos passions, une par une, pour se propulser de l'avant, pour aller vers le futur, vers ce que nous sommes. Je ne crois absolument pas en l'équilibre. Absolument une chose, c'est la passion. Tous les gens qu'on a vus ce soir, incroyables de passion. Il y a eu un échange parce qu'ils étaient passionnés, parce que vous êtes passionnés. Une inspiration s'est passée. Et je crois que tout commence par les passions premières. C'est les plus importantes. Donc allez-y, le plus tôt possible, donnez-vous à fond dans quelque chose. Est-ce que Léonard de Vinci aurait pu faire de telles œuvres d'art s'il n'était pas un féru d'esthétisme sous toutes ses formes? Est-ce que Steve McQueen aurait pu devenir cet acteur génial s'il n'était pas d'abord et avant tout un rebelle, quelqu'un qui défiait l'autorité dès ses 10-12 ans? Aucune de ces deux personnes n'a décidé un jour, tiens, je vais essayer l'équilibre. Non. Ils ont tous décidé dès le départ, dès leurs 10, 15, 20, 25 ans, la passion. Je suis venu il y a quelques années, dans le cadre d'un événement à Lille qui s'appelle Happy Hacking Days. C'est un concept que j'avais co-créé avec une start-up locale où on avait décidé de mettre deux groupes de gens ensemble, deux groupes de gens passionnés. D'un côté, les codeurs, les programmeurs, et de l'autre, des artistes. Alors, j'avais emmené mes copains designers, sculpteurs, comiques de Paris, et ensemble, on avait pu créer une troisième passion, une passion pour la technologie du bonheur. Ils avaient créé des petites apps, c'était un hackathon, qui pouvait faire du bien aux gens. Une des raisons pour laquelle j'avais créé cet événement, c'est aussi parce que je crois fondamentalement dans les déclics de vie. Donc ces grands moments où vous vous dites « je sais pourquoi je suis là ». Je sais quel est l'impact que je vais créer dans le monde. Je sais quelle est ma trajectoire de vie, ou peut-être, en tout cas, j'ai un petit début. Alors moi, j'en ai deux. Fitzgerald, Georgia, un peu un coin paumé des États-Unis dans lequel je me suis trouvé à 16 ans. Je n'avais pas la bourse, je suis parti seul pour vivre à New York ou Miami, donc je me suis retrouvé là-bas. Ça n'a pas été tous les jours facile. En 1990, un jeune Frenchie. Mais j'ai appris une chose, c'est le côté américain, on peut tous les jours se réinventer. Tous les jours, on peut devenir la personne qu'on veut être. Il suffit juste de show up à l'américaine. J'ai tellement aimé cette expérience d'immersion totale que j'ai recommencé cette même expérience au Japon, 3 ans plus tard, dans une famille japonaise, dans une langue que je ne connaissais pas, une culture que je ne connaissais pas. Et là, ma passion pour le Japon m'a fait apprendre de nouvelles choses sur la vie. C'est la passion pour la philosophie orientale. Autant les États-Unis, c'est sur l'action immédiate, le court terme, autant le Japon, et je vous conseille tous d'y aller, c'est cette réflexion en permanence sur notre action. Quelle est la raison derrière l'action qu'on fait? Et finalement, avec ces deux postulats de base, à 20 ans, lors de mon service militaire, je sais, je date un petit peu, je décide de ma philosophie de vie. Je l'écris sur mon sabre d'officier. Être sur un fil, c'est vivre. Le reste n'est qu'attente. Donc une sorte de pseudo-équilibre. Et finalement, c'est 20 ans de carrière, dans 10 carrières différentes dans 20 pays pendant 20 ans, de 20 à 40 ans. Alors pas besoin de parler de chacune de ces carrières, peu importe finalement. Ce qui importe, c'est quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous inspirez, quand vous animez quelque chose, c'est de... Qu'est-ce que vous avez appris qui peut utiliser les autres? Qu'est-ce que vous avez appris qui peuvent les animer, qui peuvent surtout les aider à aller de l'avant? Alors il y a 5 ans, je suis tellement passionné du développement personnel que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et je suis devenu coach. Là, c'est lors d'un événement à New York. Je ne voulais pas en parler, mais ce mec-là, c'est Rassanada, c'est tout simplement ce genre d'histoire que j'adore. Un ancien broker qui gagnait des millions de dollars et qui dit un jour « je vais devenir moine ». Et il laisse tout tomber. Et ce genre d'histoire, ça me passionne. Et c'est ce que je cherche en permanence. Je suis féru d'histoire, féru de personnes. Mais ce que j'ai vu, avec les 1000 personnes, en gros, avec lesquelles j'ai travaillé depuis 5 ans, surtout dans le monde de l'entreprise, un petit peu dans le monde individuel, c'est une chose. C'est que chaque fois que je parle de passion, de bonheur, de quête de sens, les gens, ils pigent. Enfin, je m'entends parler. Ils pigent avec le côté gauche du cerveau, pas avec le côté droit. Alors que c'est que le cerveau droit lorsque vous prenez une décision importante dans votre vie. Surtout quand on parle de bonheur, de quête de sens, de passion. C'est le cerveau droit qui parle, c'est les tripes. Ou c'est pour utiliser notre speaker qui a parlé du deuxième cerveau, c'est celui-ci. Très beau speech par ailleurs.
Donc chaque fois que vous pouvez, il faut se demander à cette petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et il y a une chose pour moi qui compte, c'est la chose la plus importante, c'est le risque. On ne peut pas devenir passionné, vivre de nos passions, sans prendre de gros risques. Et quand je parle de risque, je m'entends bien. C'est-à-dire, pas prendre un risque à 90%, 95%, non, ça ne marchera pas. Les seules choses qui vont marcher, c'est si vous prenez des risques à 100%, passionnément, obstinément, intensément. Et là, les choses peuvent parfois marcher. Et parfois pas. Et c'est pas grave. Puisqu'on va en retirer quelque chose, in fine, il y a quelque chose toujours que vous allez pouvoir ressortir de cette période de vie dans laquelle vous êtes mis sur votre passion. Alors là, je voudrais vous parler d'un échec que j'ai connu dans une de mes passions. En 2004, comme 10 000 personnes chaque semaine, j'ai tenté l'aventure hollywoodienne. Je me suis dit, je veux devenir acteur à Hollywood, j'ai un peu tout fait, pourquoi pas? Je n'étais pas le seul. On arrive là-bas, on se dit, on arrive très fort, et puis on se retrouve avec plein de personnes du monde entier qu'on aime rêve. Alors les 6 premiers mois, génial. J'avais 30 ans, un tout petit peu d'économie pour vivre 8 mois, tout se passe bien. J'achète une ancienne bagnole de flic pour 1 000 $, je m'amuse, je vais dans les soirées à Bel Air, je fais de la boxe pour la première fois, du yoga, la vie est belle. Au bout de 8 mois, il n'y a plus d'économie. 9 mois, je commence une petite déprime. Et puis là, je me dis, il faut que quelque chose se passe. Et je suis assez physique, comme le mec de parcours qu'on a vu. Je suis absolument confiant dans le fait que le mental et le physique sont liés. Et je me dis, il faut que je me mette en mouvement, que je marche dans les rues de Los Angeles jusqu'à ce que quelque chose me vienne. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Je suis pas venu à Los Angeles pour juste être serveur. C'est ce qui était en train de se passer. Et là, je tombe nez à nez sur Sunset Boulevard avec ça. Ça, c'est le Comedy Store. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le temple de la comédie aux États-Unis. C'est là où Andy Kaufman, Eddie Murphy, tous les grands comiques américains se sont essayés. Alors moi, personne ne me connaît, que j'aurais jamais osé essayer la comédie en France, jamais. Je suis pas assez drôle pour ça, j'ai une gueule un peu classique, puis je vais m'essayer, tiens. Et puis, je ne sais pas si c'est le miracle du débutant ou quoi, ça marche, la sauce prend. Il y a un échange avec les Américains, ce qui fait que je me retrouve sur les sitcoms américains, sur les télés américaines. Donc ça, c'est une grosse émission de comédie aux États-Unis qui s'appelle Last Comic Standing. Et je me dis, j'aime tellement ce métier, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce qu'il n'y a pas d'acédique du spectacle aux États-Unis. Donc dès que ça ne marche plus, on est à la rue. Ça, j'ai rencontré peut-être une dizaine de Français qui dormaient dans leur voiture, qui sont partis comme ça à l'inconnu. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette aventure ne s'arrête jamais? Que toute ma vie, je reste scénariste, comique, acteur. Et là, en fait, j'étudie le marché. Et je me rends compte qu'il y a à peu près, en appelant SAG, qui est le syndicat des acteurs, j'étais syndiqué, on est que 100 000 syndiqués sur 2 millions d'acteurs. Je ne sais pas si vous avez un truc. 2 millions d'acteurs à Los Angeles. Il y en a 1000 seulement qui peuvent vivre de ce métier toute une vie. Quand je dis vivre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire d'autres métiers pendant 30 ans, 40 ans. Et en gros, chacun y est parvenu par l'un de ses moyens. Ou il a dégoté un super TV show, il est rentré dans un grand film américain, ou il a fait son propre film. Et je me suis dit, entrepreneur dans l'âme, je vais monter mon propre film. Ça ne doit pas être trop compliqué, finalement. J'ai monté pas mal de projets. Je vais le faire. Et puis, là, à nouveau, miracle du débutant, je ne sais pas. La sauce prend. En quelques mois, je récolte un peu de fonds, pas des millions de dollars, mais juste assez pour faire un film pendant 2 ans. C'était une belle aventure, Taj Mahal au Japon, là, c'est avec le docteur Nakamatsu, qui est une sommité au Japon, personnage complètement dingo. C'était un film, un docu-comédie, donc un peu à la Borat, mais un peu plus gentil, un peu différent. Je passe 2 ans complètement dingues, de 2008 à 2010. Et puis, retour sur Terre, dépression. Alors là, c'est la première fois de ma vie. J'étais quelqu'un de très positif, optimiste. Les Français me disent naïf. Vous savez que c'est une qualité aux États-Unis, pas en France, mais c'est une qualité là-bas. Et là, aucun distributeur veut vendre mon film. J'avais quand même embarqué ma femme dans l'aventure, elle avait quitté son emploi. On se retrouve à sec, moralement, physiquement, financièrement. Ça a été très très dur. Même maintenant, quand j'en parle, ça a été une période très très difficile de ma vie. Pendant 6 mois, j'étais cloué au lit. Alors, ça n'a pas été un échec total. On a eu
awards, on a eu plein de prix dans des festivals, mais vous savez, c'est pas ça qui compte. Hein. Je connais plein de réalisateurs qui sont primés dans plein de festivals et qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc c'est un succès d'estime. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Passionnant ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai aucun regret, ça a été incroyable. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, j'ai compris, j'ai pu en retirer les leçons. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que allez dans votre fort intérieur, regardez ces passions dans lesquelles vous êtes mis à fond, et puis regardez ce que vous avez pu en sortir une par une. Des choses qui vont continuer à renouveler votre passion, et puis surtout animer votre passion pour le futur. Et puis peut-être impacter des gens. C'est ce que je vois, ce que je fais dans mon métier depuis 5 ans. Alors moi, j'ai pu en tirer 5 principes. À nouveau, ce n'est peut-être pas des principes qui vont tous vous parler. Moi, ils parlent à une certaine partie de la population. Mais en tout cas, c'est ça, c'est de trouver ces leçons dans les échecs dans lesquels on a vécu. Et de choisir toujours et encore la passion et pas l'équilibre. Premier principe, saisir les opportunités. J'ai eu une fenêtre de tir, je l'ai pris, aucun regret, c'était génial. J'ai fait quelque chose dont je rêvais. Deuxième principe, alors cette citation, elle me parle, moi, mais alors, je ne sais pas si elle vous parle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est Joseph Campbell, mon auteur favori. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Il n'y a rien de logique dans la vie. Il faut arrêter de planifier. Si je fais ça, ça va me donner droit à ça. Et puis, non. Vivez tout comme un mystère. Et moi, en fait, ça a été ma faute. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai terminé mon film, au lieu de dissocier le fait que j'étais réalisateur, et puis il y a mon côté producteur qui n'a pas marché, je ne suis pas arrivé à vendre de film, mais mon côté réalisateur, finalement, ça l'a fait. On s'est baladé aux 4 coins du monde, on a fait un film qui a fait rire les gens, sauf que, voilà. Et en fait, il faut absolument dissocier ce que vous faites au niveau d'expérience, au niveau de vos passions, et puis le résultat de vos passions. Parce qu'un jour, ça va payer, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Et sûrement, souvent, presque tout le temps, dans un autre métier que dans lequel vous avez commencé. Troisième principe, quand il y a une impasse, tout essayer. Entre 2010 et 2013, pour me refaire, quand je dis me refaire moralement, physiquement, sur tous les côtés. Hein. J'ai pris tous les métiers, je me suis retrouvé dans un incubateur de start-up en Afrique du Sud. J'ai monté les soirées French Tuesday, pour ceux qui connaissent à Tokyo, qui sont les plus grosses soirées françaises dans des nightclubs, un truc complètement dingue. On se retrouvait en Tanzanie, dans les quartiers chauds de Los Angeles, à être prof pour des petits jeunes. Toutes sortes de métiers. Un, parce que j'en avais besoin pour bouffer, et puis d'autres, parce que ça m'excitait. Ce que j'essayais, c'est de trouver cette nouvelle vibration, cette nouvelle... où je pouvais me réaliser. Tous ces métiers, je n'arrivais pas à me réaliser. Incubateur de start-up, à faire du volontariat, ce n'était pas complètement moi. Mais chaque fois, je prenais un petit truc qui pouvait m'aider sur le futur. Et puis finalement, fin 2013, comme quoi la vie, c'est au fin fond d'une tribu, dans l'Équateur, que je vois le chaman parler. J'étais là pendant 3 semaines, je vivais comme eux. Et là, il se passe un truc magique. Il y avait une vérité. C'est-à-dire qu'ils ont tous enlevé leur masque, ils étaient vrais, ils étaient purs. Et je me dis, si seulement je pouvais ramener ce que je suis en train de vivre là, aux États-Unis, en France, dans les autres pays du monde. Et c'est ce que j'ai fait depuis finalement 4 ans et demi. Donc votre plus grand échec peut être votre plus grand moteur. Donc finalement, sans cette défaite, échec, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, jamais j'aurais appris la résilience, la vraie résilience. Pas celle qu'on lit dans les bouquins, non, celle qu'on vit dans les tripes. Jamais j'aurais appris autant le storytelling. Finalement, je me suis un peu planté avec mon film et depuis, je me suis dit, je vais devenir le meilleur storyteller. Et j'ai pu aider quelques 200 personnes à exprimer leur récit de vie dans les 2 dernières années. Et puis, bien sûr, la profondeur. Je crois que je restais un petit peu en surface. Allez, je dois l'avouer, j'étais un petit peu en surface avant de vivre cette aventure du film. Et finalement, ça c'était dans un événement au Népal il y a 1 an. Donc maintenant, je vis des aventures humaines, mais magnifiques. Quelques jours, j'étais au Maroc, on sera au Brésil bientôt. Des trucs impactants chaque fois. Et ça, c'est dû à toutes les passions que j'ai pu vivre. Et finalement, le dernier principe, c'est la gratitude. Alors je sais que les mots, c'est des mots qui peut-être vous avez lus, qui vous parlent plus trop. Il faut le vivre. Là, aujourd'hui, chaque jour, je suis conscient des bienfaits que je reçois, de la bonté des gens. Chaque jour, avant de me coucher, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a surpris? Qui je peux remercier? Et le lendemain matin, je remercie quelqu'un. Et je n'attends plus rien du tout maintenant.
Maintenant, je fais mon travail. Je donne. Et parfois, je reçois. Jamais des personnes que je pense que je vais recevoir ou jamais des événements que je pense que je vais recevoir. Mais d'une manière ou d'une chose, le karma marche d'une certaine manière. Encore une fois, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Je ne crois pas en l'équilibre. Je crois en un certain équilibre de la passion. Est-ce que ces gens sont en équilibre ou ils sont en déséquilibre? Je suis sûr que si on demande à vous, il y a 50% qui vont me dire la même chose, l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vivent leur passion, ces gens. Pour moi, je vais finir là-dessus, la vie n'est pas un 100 mètres haie. Avec un truc au bout, une victoire, et puis tous les obstacles, on doit les avoir. Là. On doit faire le parcours comme cette équipe avant, et puis si on gagne, enfin on est victorieux. Absolument pas. C'est tous. En fait, j'ai pris une salle de gym, parce qu'une salle de gym, on le fait à son désir, on le fait quand on le veut, quand on peut, on travaille son petit muscle, puis on peut se reposer. Personne ne nous dit quoi faire, finalement. Vous êtes votre propre coach. Vous êtes la personne qui peut décider de votre propre réalisation. Je voudrais terminer là-dessus. Pour moi, c'est un moment important ici que je vis. Il y a 20 ans, j'avais fait une émission de télé en France sur le bonheur. La première en Europe. 1 minute par jour. Je parlais des mêmes choses que je parle aujourd'hui, sur le bonheur, la passion, la quête de sens. Et on m'a dit, Arnaud, il faut que tu te barres, parce que la France, ce ne sera jamais un pays pour toi. Il faut que tu vives aux États-Unis, au Japon, en Afrique. Et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Et depuis 2 ans, je commence à revenir parce qu'il y a une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui se passe. Vous nous l'avez prouvé ce soir. Tous les speakers nous l'ont prouvé ce soir. Ensemble, je pense qu'on peut oser encore plus. Oser vivre avec passion. Merci beaucoup, Lille.